Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écosystème énergétique à domicile et en quoi cela impacte notre mobilité. Ce n'est pas à proprement parler de la mobilité électrique, mais nous allons voir qu'il existe tout de même des choses à savoir pour bien réussir l'intégration d'un ou plusieurs véhicules électriques dans votre écosystème électrique à domicile. L'exemple que je vais vous donner est ma situation personnelle. Pour cette raison, je vais vous dévoiler quelques petites choses de ma vie privée. Mais vous le comprendrez aisément, je n'entrerai pas dans les détails, comme les montants de mes factures, des investissements et des aides que j'ai pu avoir pour ma transition énergétique. Cette vidéo n'est pas non plus sponsorisée, mais je ne saurais passer sous silence l'expertise et l'esprit de partage de connaissances de Vincent Wensinger et de ses équipes. Pour ceux qui me suivent de longue date, vous avez déjà vu Vincent lorsque j'avais fait une vidéo sur ses entreprises, et surtout sur le fait qu'il propose des Tesla Model 3 à ses équipes commerciales. La vidéo est là dans les fiches. Ce sont donc deux de ces entreprises qui ont œuvré chez moi, à savoir Ecothermie Wensinger et Isole Nature à Battaville en Lorraine. Nous les retrouverons prochainement par contre pour un autre chantier qui, lui, sera sponsorisé par Vincent. Mais n'anticipons pas. Du coup, je mets tout de même un lien vers ces entreprises et j'ai donc coché la case de communication commerciale pour être totalement transparent avec la communauté grandissante. Tiens, d'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui partagent mes contenus et insistent sur l'importance des abonnements pour que le Choucroute Garage continue. La communauté grandit et c'est grâce à vous. Pourtant, vous êtes encore 45% des spectateurs de mes vidéos à ne pas être abonnés. Considérez de le faire car cela ne coûte rien et je ne spamme pas mes abonnés. Vous pouvez déterminer le taux de notification à votre guise, d'aucune à toutes, en cliquant sur la petite cloche. Vous le voyez, s'abonner n'impose aucune contrainte. Cela donne juste des avantages supplémentaires si vous le souhaitez. En tout cas, merci d'avance de soutenir mon travail. Lorsqu'on achète une voiture électrique, la première chose qui préoccupe notre esprit est bien souvent la recharge. Pour la plupart d'entre nous, poser une prise renforcée ou une borne de recharge ne pose pas de problème. C'est du moins le cas lorsque la maison utilise plusieurs sources d'énergie, mais ce n'est pas toujours le cas. La transition énergétique est en effet en cours et l'électricité prend de plus en plus de place dans l'énergie qui anime notre quotidien. Cette problématique, je commence à bien la connaître puisque j'y suis plongé depuis quelques mois. Je vais aujourd'hui vous montrer ce que j'ai fait chez moi et comment je compte gérer l'utilisation de l'électricité à mon domicile. En premier lieu, voyons quelle a été la problématique de départ. Je vis dans une maison ancienne. Très ancienne. Avec 406 ans au compteur, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas étudiée pour la sobriété énergétique. Elle a pourtant subi de nombreuses rénovations et modifications. Lorsque nous l'avons achetée, elle avait commencé à être isolée. Murs intérieurs et planchers étaient traités avec des panneaux en polystyrène extrudé. Vous savez, les plaques bleues. Le grenier avait une belle couche de laine de verre. Mais c'était tout. Les ouvrants étaient plus ou moins bien isolés avec des fenêtres en bois disposant de double vitrage. Niveau chauffage, deux poêles à bois faisaient plus ou moins le job, avec un chauffe-eau à gaz préhistorique. Vous savez, celui avec les bouteilles de 2 mètres de haut, là. Bref, c'était loin d'être satisfaisant. Il y a 25 ans, l'énergie en vogue était le gaz de ville. La maison a donc été équipée d'une chaudière gaz avec un circuit de radiateur acier et un ballon d'eau chaude intégré. J'avais renforcé l'isolation du grenier avec de la laine de roche et un plancher supplémentaire. Les fenêtres abîmées ont été changées. Pour la cuisson, nous avons profité aussi du gaz de ville. La maison fonctionnait donc avec deux énergies, gaz en majorité et électricité en minorité. Puis est arrivé Maggie, notre Tesla Model S. Nous avions un abonnement 9 kVA, soit 45 ampères maximum en monophasé. Comme j'ai fait installer une borne de recharge Tesla, eh bien, celle-ci pouvait tirer jusqu'à 32 ampères, ce qui veut dire qu'en cas de recharge, il ne me restait que 13 ampères pour les autres utilisations de la maison. Je me suis dit que c'était un peu juste. Tant qu'on ne se sert que de la lumière et des appareils électroniques, ça peut suffire. Mais par sécurité, j'ai préféré passer en 12 kVA. On ne sait jamais. Clairement, j'ai eu le nez creux, car Covid et confinement ont changé notre vie. Mon épouse Danielle est atteinte d'arthrose généralisée. Cela se traduit par des difficultés à se déplacer et des douleurs permanentes. Il existe plusieurs moyens de soulager les douleurs. Premièrement, les médicaments, qui ont des effets secondaires et n'enrayent pas l'évolution de la maladie. Et deuxièmement, une pratique quotidienne de la nage qui a les mêmes effets antalgiques, mais qui en plus permet de stabiliser l'état du patient. Pendant les années, elle se rendait à la piscine publique de 4 à 5 fois par semaine,
et sa maladie était stabilisée. En mars 2020, les piscines ont fermé lors du confinement, et en quelques semaines, elle n'a plus été en état de marcher. Nous avons donc investi nos économies pour ne plus subir de tels aléas. Fin 2021, nous avons fait installer un bassin de nage à contre-courant. C'est un peu comme un spa, mais pour nager. Avec une consommation électrique culminant à 16 ampères, voilà qui a augmenté significativement la charge d'utilisation de notre installation électrique. Voilà, maintenant que nous avons la situation avant travaux, voyons un peu les fondamentaux pour comprendre les évolutions de ce que nous avons fait ces dernières semaines. Une maison qu'on doit chauffer, c'est un peu comme une tasse qui contient un liquide chaud. Le liquide refroidit en transmettant sa chaleur à la tasse et à l'air ambiant. L'énergie perdue par le liquide est récupérée par ce qui l'entoure. En effet, l'énergie ne disparaît jamais, elle se transforme ou se déplace. Selon les principes de la thermodynamique, il ne peut y avoir de création ou de destruction d'énergie. Ainsi, l'énergie chimique contenue dans un gaz fossile par exemple sera transformée en chaleur par oxydation ou combustion. Lorsqu'il y a une différence de température entre deux milieux en contact, le milieu chaud se refroidit et le milieu froid se réchauffe, jusqu'à arriver au point d'équilibre. Cela fonctionne toujours dans ce sens-là. Et si on veut inverser la situation, il faut ajouter de l'énergie au milieu qu'on veut chauffer. Le moyen de garder un milieu chaud plus longtemps est de l'isoler du monde extérieur. Cette isolation n'est malheureusement jamais parfaite, et la chaleur trouve toujours des moyens de se diffuser. Elle peut le faire de trois manières. Par convection, par conduction et par rayonnement. La convection, c'est lorsqu'une masse d'air est chauffée et se déplace. L'air chaud monte et se refroidit peu à peu. Cela provoque une circulation d'air, et donc un apport d'air frais en permanence, qui s'alimente des calories du milieu chaud pour se réchauffer, et donc on perd de l'énergie en permanence. Dans une maison, c'est les pertes qu'on va avoir par la ventilation. La conduction, c'est presque pareil, mais avec un milieu extérieur immobile. Dans mon exemple, c'est la tasse. Elle se réchauffe et va ensuite réchauffer la table sur laquelle elle est posée et l'air qui l'environne. C'est par exemple la perte qu'on va avoir par les murs ou par les ponts thermiques, puisqu'un matériau va être en contact à la fois avec le milieu chauffé et avec le milieu extérieur. Enfin, lorsqu'un matériau est chaud, il rayonne. Ici, pas besoin de milieu pour transmettre la chaleur. Cela fonctionne également dans le vide. Cela explique par exemple que malgré une double coque séparée par du vide, une bouteille thermos ne peut contenir la chaleur que sur une durée limitée. Dans l'espace, par exemple, la chaleur ne peut se diffuser par convection ou par conduction, puisque le vide environne l'objet chaud. La navette spatiale ou l'ISS sont donc équipées de grands panneaux radiants chargés d'évacuer la chaleur en excès, générée à bord par les machines, les ordinateurs et les humains. Sans cela, il serait impossible d'y vivre plus de quelques jours. Dans une maison, ces trois modes de transmission de chaleur sont à l'œuvre. À cause de la convection, c'est toujours dans la partie haute d'un bâtiment que résident les plus grandes pertes de chaleur. Ce sont 50% des pertes qui se concentrent là, avec 30% dans la toiture et 20% dans l'aération et les fuites d'air. A l'inverse, un plancher bas au niveau du sol ne provoque que 10% des pertes, tandis que les murs ouvrants et ponts thermiques se partagent les 40% restants. Donc si on veut réduire sa facture énergétique, la première chose à faire est d'isoler correctement. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. En fonction de la maison, des matériaux et de sa construction, il faut garder une certaine humidité dans les murs ou dans les matériaux. Dans une maison alsacienne comme la mienne, plusieurs matériaux naturels demandent une respiration en fonction des saisons. La structure en bois, les pierres de grès des Vosges, les mortiers et parements doivent donc pouvoir laisser passer une certaine humidité. Avec les isolants qui se trouvent dans nos murs, tout va bien. Même le crépi extérieur a été choisi en fonction de cette contrainte. Il est semi-poreux pour laisser passer l'humidité. Pour l'isolation et les combles du plancher bas qui faisaient défaut, il a fallu prendre un produit bien spécifique. Il y a deux types de mousse isolante, celle qui bloque l'air et l'eau grâce à des cellules fermées et celle qui laisse passer l'humidité, mais pas l'air. Chaque cellule de mousse contient un peu d'air qui ne bouge que relativement peu, même lorsqu'il y a des changements de pression atmosphérique. En revanche, le taux d'humidité de l'air contenu dans la mousse varie en fonction de l'air ambiant, permettant la respiration des matériaux placés derrière. C'est donc ce coussin d'air qui isole puisqu'il est relativement immobile. Au final, on a une isolation respirante dont les performances sont excellentes avec une tenue dans le temps améliorée. C'est ce produit qu'Isole Nature nous a posé. 2 bonnes journées de travail ont permis de compléter notre isolation existante et donc d'améliorer grandement notre efficacité énergétique. Et là, on va pouvoir faire un parallèle avec la voiture. Moins on perd d'énergie, moins on a besoin d'en apporter pour le même effet. C'est ce qui permet à une voiture électrique d'être 3 à 4 fois plus efficiente qu'une voiture thermique équivalente. Pas parce qu'on utilise plus d'énergie, mais parce qu'on en perd moins. Voilà pour l'isolation. Maintenant, parlons du chauffage en lui-même.
Jusqu'à présent, le tarif du gaz était réglementé. Nous avions un tel abonnement et notre facture ne s'est pas envolée comme pour certains lors de la flambée des énergies fossiles en 2022. Pourtant, fin 2023, ce tarif réglementé disparaît. Nous devions donc agir rapidement pour continuer à pouvoir nous chauffer et à payer les factures. Nous avons donc consulté Vincent qui nous a trouvé une solution, la pompe à chaleur. Il existe en effet 2 moyens d'apporter de l'énergie à votre maison pour la chauffer. Soit la générer directement, soit la faire venir de l'extérieur. Avec l'électricité, il est possible de chauffer l'air et l'eau de ces 2 manières. Soit vous mettez une résistance qui chauffe, soit vous déplacez un fluide qui va prendre de la chaleur d'un côté et la restituer de l'autre. Ce système a été mis au point pour la première fois par le médecin John Gorey en 1851, car il avait besoin de conserver médicaments et patients à des températures basses. Pour parvenir à ses fins, il utilise une propriété des liquides et des gaz. Lorsqu'un liquide se transforme en gaz, il prend de l'énergie calorifique à son milieu ambiant. Lors de la liquéfaction d'un gaz, c'est l'inverse qui se passe. Or, il existe un autre moyen de liquéfier un gaz, le compresser. Imaginez un circuit où circule un gaz. Il passe tout d'abord par un compresseur qui le rend liquide. Le liquide passe dans un échangeur de chaleur pour abaisser sa température. L'échangeur donne donc de la chaleur au milieu ambiant. Le milieu ambiant peut être de l'air, de l'eau ou n'importe quoi d'autre. Le gaz liquéfié est alors transporté vers un détendeur qui lui donne son état de gaz. Le gaz se refroidit et passe par un autre échangeur qui, lui, va récupérer de la chaleur dans le milieu où il se trouve. Cette partie du système retire donc de la chaleur dans le milieu ambiant et génère donc du froid. Le gaz réchauffé est à nouveau envoyé vers le compresseur et le cycle recommence. C'est le principe de la pompe à chaleur, mais aussi de la climatisation ou du réfrigérateur. Ici, l'énergie dépensée sert à acheminer la chaleur d'un point à un autre, et cela peut être très intéressant d'un point de vue énergétique. En fonction du gaz utilisé et de la température des milieux où on prend et où on restitue les calories, on peut récupérer plus d'énergie que ce qu'on a dépensé pour déplacer les fluides. Ce coefficient de performance peut aller de 2 à 7. On a donc entre 2 et 7 fois plus de calories que si on avait utilisé la même quantité d'énergie pour chauffer directement. Attention toutefois à ne pas confondre un coefficient de performance ou COP avec un rendement. Le rendement est toujours inférieur à 1 car tout système perd une partie de son énergie en chaleur perdue. Là, on ne fait que déplacer de l'énergie présente dans un autre environnement. Voilà donc pour le principe qui est ultra simplifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, on peut en faire une clim avec un milieu ambiant air au début et à la fin, une pompe à chaleur avec de l'air, de l'eau des 2 côtés, d'un côté, peu importe, ou un ballon d'eau chaude thermodynamique qui va réchauffer une sorte de thermos rempli d'eau chaude. Dans chacune de ces applications, la pompe à chaleur est adaptée aux besoins, tout comme le gaz utilisé. Pour notre projet, nous avons remplacé la chaudière gaz par une pompe à chaleur ROLG. On prend donc des calories dans l'air extérieur et on les envoie dans les radiateurs. La pompe à chaleur est couplée à un ballon tampon qui permet de faire tourner le chauffage sans avoir la pompe à chaleur en fonctionnement en permanence. En hiver, il faut dégivrer l'unité extérieure et la machine peut alors tirer jusqu'à 20 ampères maximum. Là, on commence à entrevoir que mon abonnement risque d'être un peu juste. Mais ce n'est pas fini. L'eau chaude est produite par un chauffe-eau thermodynamique Edel, qui consomme jusqu'à 9 ampères. Nous récupérons l'air chaud dans une cave non chauffée mais isolée, puis nous rejetons l'air plus froid dans ce même endroit. Vu la taille de la pièce, cela ne pose pas de problème de rendement sur l'année. Ces 2 systèmes nous auraient suffi largement. Mais en fait, non. En hiver, la pompe à chaleur verra son COP baisser. Arrivé à des températures inférieures à -5, cela risque de poser des problèmes. Elle dispose donc d'une résistance chauffante pour remonter la température du chauffage si la PAC ne suit plus. Mais ce système est extrêmement énergivore. Comme l'espace de vie de notre maison est quasiment totalement ouvert, sans porte ni cloison au premier niveau, nous avons ajouté un poêle à granulés de marque Edelkamine au rez-de-chaussée. Celui-ci va nous offrir une solution d'appoint pour les grands froids, une alternative à l'allumage de la PAC à mi-saison, et en plus nous permettra de nous chauffer en cas de coupure de courant. Le peu d'électricité qui lui est nécessaire peut être apporté par une batterie d'appoint ou un petit groupe électrogène. L'air chaud montant, nous diffusons la chaleur dans toute la maison. En plus, je dispose de la possibilité de récupérer de la chaleur pour l'envoyer par un tuyau directement au premier étage. Cela n'a pas été fait pour l'instant, nous verrons si cela est nécessaire à l'usage. Enfin, pour compléter tout cela, nous avons fait installer une climatisation réversible LG au second étage, là où se trouvent les chambres et la salle d'eau. Nous pouvons donc profiter de la fraîcheur en été et d'une chaleur d'appoint en hiver en cas de besoin. Cet appareil peut tirer jusqu'à 17 ampères en chauffe au maximum. Voilà pour le chauffage.
Reste un poste à couvrir. La cuisinière. Et oui, plus de gaz veut dire cuisinière électrique. Et là, ce sont de grosses consommations. Sur la fiche technique de l'appareil, ce sont jusqu'à 45 ampères qui peuvent être tirés du réseau. Ouch! Donc si on fait le total, on a la Tesla 32 ampères, le bassin 16 ampères, la PAC 20 ampères, le ballon thermodynamique 9 ampères, la clim 17 ampères, la cuisinière 45 ampères. Soit un total de 143 ampères, alors que je n'en ai que 60. Et encore, nous n'avons pas compté tout ce qui consomme d'autres, comme le frigo, la machine à laver, les ordinateurs, l'éclairage et toutes les autres machines. Forcément, ça va coincer. Ou pas. Car oui, on parle ici de maximum et non d'utilisation. Encore une fois, il suffit de réfléchir. On est exactement dans le même cas que lorsque nos politiques nous disent qu'il faut installer 36 centrales nucléaires pour alimenter les voitures électriques, sans avoir tenu compte de l'utilisation réelle de l'électricité. Pour essayer de savoir de combien nous allons avoir réellement besoin, j'ai plusieurs outils. Pour la voiture et le bassin, j'ai des sous-compteurs connectés. Cela fait 1 an qu'ils sont installés et que je collecte des données. Pour le reste, j'ai EcoJoco. En été, la pompe à chaleur est coupée. Elle ne consomme donc rien. La clim poussée à son maximum en été consomme 3 kW, soit environ 15 ampères. Le ballon thermodynamique consomme au maximum 9 ampères et, de mon expérience, le bassin ne consomme que 12 ampères au maximum. Pour la cuisson, j'ai limité la cuisinière à 3,7 kW, soit 16 ampères. C'est une fonction intégrée à la machine. Comme je n'utilise jamais le four et la plaque de cuisson en simultané, même 16 ampères, ce ne sera que dans des cas ponctuels et peu fréquents. On arrive donc à 52 ampères si tout fonctionne au même moment, ce qui est hautement improbable. Il reste donc 8 ampères pour la maison. C'est juste, mais ça devrait aller. Pour l'hiver, cela risque d'être un peu plus tendu. En effet, le ballon thermodynamique consomme toujours 9 ampères max. La pompe à chaleur en maintien de température jusqu'à 20 ampères, sachant que j'utiliserai le poêle plutôt que la résistance de la PAC en cas de coup dur. La cuisinière 16 ampères et le chauffage additionnel par la clim du 2e étage 17 ampères. Et le bassin 15 ampères. Je dépasse donc les capacités de mon abonnement. Mais encore une fois, on ne parle que des maximums atteints uniquement en cas de conjonction plus qu'improbable. En effet, utiliser conjointement le poêle, la clim en mode chauffage et la PAC en même temps sera extrêmement rare, si ça arrive un jour. Cuisiner avec 2 plaques à induction, ce que nous faisons au quotidien, représente 10 à 12 ampères maximum. Et si je programme le chauffe-eau pour qu'il fonctionne la nuit, il ne consomme pas en même temps que la cuisinière. Au final, j'aurai au maximum une consommation très ponctuelle de 45 ampères en hiver ou en été. Mais avec tout cela, je n'ai pas encore chargé la voiture ou les motos. On pourrait se dire qu'il faut alors augmenter les capacités de l'abonnement. Ce serait une bonne idée, mais 12 kVA est le maximum en monophasé. Et je ne peux disposer du triphasé en raison du réseau installé par RTE dans mon quartier. Aïe. Mais en fait, il y a une solution. Changer ma borne de recharge ou limiter manuellement la puissance de charge. Il existe actuellement des bornes qui déterminent l'ampérage restant disponible et du coup limitent la charge à ce niveau. Ce niveau de charge est réglé en dynamique. Si un consommateur s'enclenche, la borne s'adapte et réduit l'intensité. Si un consommateur s'arrête, elle augmente la puissance disponible en fonction des besoins. Ça, c'est la solution de facilité. Je n'ai pas encore une telle borne. Je vais donc réduire la puissance de charge de ma voiture manuellement pour le moment. Autre chose, comme je peux programmer des consommateurs comme le bassin ou le chauffe-eau pour qu'ils ne se mettent pas en route ensemble, cela permettra de charger à des moments précis pour ne pas risquer de faire sauter le courant dans la maison. Si la situation est tendue, j'éviterai également de charger au moment de la préparation des repas, tout simplement. Cette situation en commande manuelle demande toutefois une gymnastique mentale pas très confortable. Je vais donc me donner le temps de voir les solutions possibles pour remplacer ma borne. Cela pourra d'ailleurs être l'objet d'une vidéo très intéressante. Vidéo qui va arriver, puisque là je sors un peu du script prévu. Entre le moment où j'ai écrit cet épisode et le moment où je le tourne, eh bien j'ai trouvé la borne que je voulais. Et je vous la présenterai très bientôt. En tout cas, tout ceci est théorique pour le moment, puisque mon installation vient juste d'être finie. Il est temps pour moi de l'apprivoiser, d'apprendre à régler en fonction de mes besoins et de mes contraintes. Je vous ferai également un retour d'expérience d'ici une année à peu près, afin de vous parler également des économies réalisées et dans quelles conditions. D'ici là, nous devrions voir aussi sortir de terre le bureau et le studio du Choucroute Garage, qui lui aussi devra avoir de la puissance électrique, mais qui proviendra probablement d'une installation photovoltaïque et d'une batterie stationnaire. Décidément, il va y avoir de beaux projets au Choucroute Garage dans les prochains mois. Pour le côté financier, tout ce que nous avons installé n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue fonctionnel. En effet, la clim du second étage n'apporte que peu pour le chauffage, mais elle a un autre intérêt. En faisant une rénovation globale, à savoir chauffage et isolation, cela débloque des aides
auxquelles je n'ai pas droit si on ne fait que l'isolation ou que le chauffage. En fonction de vos conditions de revenus, certaines subventions vous sont fermées. Avec l'expertise d'un professionnel aguerri à jongler avec les différentes situations, votre installation peut être plus complète tout en vous coûtant moins cher. C'est ce qui m'est arrivé. En ce qui me concerne, je n'avais pas escompté installer une clim, mais en faisant les calculs, Vincent et ses collaborateurs se sont rendus compte que les aides étaient du coup supérieures à la valeur du matériel et de son installation. En cumulant les aides de la CEE, de l'État et de la région, ce sont environ 45% des travaux qui ont été pris en charge. Avec en plus un prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique accessible à tous, nous pouvons payer le reste à charge sur 20 ans avec une mensualité inférieure aux gains escomptés. Comme quoi, choisissez bien le professionnel qui vous ficelle le projet. Cela pourrait bien vous faire économiser beaucoup d'argent. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.